a le vent en poupe. Donc, on note une augmentation de 15% entre 2017 et 2018, sachant que plus ou moins 200 000 infractions via Internet n'ont pas été signalées. En conséquence, la cybercriminalité était le 5e risque le plus important en 2019 pour les entreprises. Alors, la première question que l'on va aborder est la question la plus juridique des 4, à savoir quelles sont les obligations à charge du gestionnaire informatique. Alors, comme Alexandre vous l'a dit, on se base toujours sur un fil conducteur, sur un cas concret, de manière à illustrer un maximum la matière. Aujourd'hui, notre cas concret concerne 3 cliniques qui décident de se regrouper au sein d'une même structure appelée NUSI. Ces cliniques donc, vont fusionner leur base de données et elles souhaitent sécuriser le mieux possible leur système d'information. Alors, la première question, donc, nous notons donc 2 législations principales à respecter, à savoir d'une part le RGPD et d'autre part la directive NIS. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler ce qu'est une donnée à caractère personnel. Je vais plutôt directement m'arrêter sur l'approche par les risques consacrée par le RGPD. Alors, l'article 32 du RGPD précise que le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté aux risques, notamment via la pseudonymisation et le chiffrement des données, via des obligations de confidentialité qu'ils pourraient imposer à leur personnel, via également des politiques de divulgation, par exemple, des données ou de violation de données. Et finalement, une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles mises en place peut être établie au sein de la société. Vous l'avez compris, ce dernier point, c'est le point qui va être principalement abordé dans le cadre de ce IR légal, donc lorsqu'on parlera de pentesting et du hacking éthique. Alors, cette approche par les risques, elle nécessite de se poser des questions concrètes du type de savoir quel risque donc existe-t-il autour des données qui sont stockées par votre système d'information. Est-ce qu'il est envisageable qu'un accès illégitime aux données soit opéré? Quel serait l'impact de cet accès sur les droits et libertés des personnes concernées? Est-ce que ce scénario est vraisemblable? Prenons l'hypothèse assez typique d'un ordinateur d'accueil qui va être laissé sans surveillance de 3 minutes le temps que l'employé aille se chercher un café. Est-ce que ce scénario peut potentiellement aboutir à une violation de données? Et c'est sur base de toutes ces questions qu'une analyse va être effectuée, que le risque va être apprécié et que des mesures concrètes vont pouvoir être adoptées. Vous le voyez sur la slide que les mesures concrètes, elles peuvent paraître minimes l'une à côté de l'autre, étant donné qu'il est question de sensibiliser les utilisateurs, d'authentifier ces derniers, de gérer les habilitations. Mais si chacune de ces mesures sont combinées avec les autres, on se rend compte que ça crée une couverture de sécurité qui permet de réduire un maximum le risque inhérent à tout système informatique. Alors, en plus de cette approche basée sur le risque, le RGPD impose 2 obligations particulières. Tout d'abord, l'obligation dans certaines hypothèses de réaliser une analyse d'impact et ensuite une obligation de notifier les violations de données. Alors, en ce qui concerne l'analyse d'impact, le RGPD impose que le responsable de traitement la réalise s'il existe des risques pour les droits et libertés des personnes concernées. Et le RGPD précise pour aider les responsables de traitement 3 hypothèses dans lesquelles il considère que ce risque est rempli. Et en plus de ces 3 hypothèses, l'autorité de protection des données belge a ajouté 8 cas obligatoires. Ensuite, une obligation de notification des violations de données à caractère personnel est également prévue dans l'hypothèse où il existe un risque pour les droits et libertés des personnes concernées. Ici, il y aura une notification à l'autorité de contrôle belge également.
En ce qui concerne la directive Nice, vous le savez certainement, elle a un champ d'application beaucoup moins large que le RGPD. Oui. Oui. Je vais continuer donc. Je pensais qu'on posait une question. Non, non, vas-y, je crois qu'il y a une erreur, c'est tout. D'accord. Donc la directive Nice, elle a un champ d'application qui est plus restreint, étant donné qu'elle s'applique uniquement aux opérateurs de services essentiels et aux fournisseurs de services numériques. Et donc je vous ai mis sur la slide en fait précisément ce que recouvrent ces deux notions. Ce qui est important de savoir, c'est que pour les fournisseurs de services numériques, il leur incombe de déterminer eux-mêmes s'ils tombent dans le champ d'application de la directive Nice, alors que pour les opérateurs de services essentiels, ceux-ci doivent être désignés individuellement par l'autorité sectorielle. C'est ce qui a été précisé en fait par la loi donc, qui transpose la directive, c'est une loi d'avril 2019. Et donc pour être un peu plus concrète, concernant notre exemple d'une clinique, de notre clinique nous aussi, il faudra qu'elle regarde si son autorité sectorielle, donc le SPF Santé publique, l'a désigné individuellement dans sa liste en tant que opérateur de services essentiels. Et si donc elle ne figure pas dans la liste dressée par le SPF Santé publique, elle ne devra pas respecter les obligations issues de la directive Nice. En ce qui concerne justement ces obligations, donc on a également l'approche qui est défendue par le RGPD, étant donné que c'est une approche basée sur les risques. Vous le verrez, si vous lisez la directive Nice, il y a vraiment 5 modules qui ressortent de cette approche. Donc tout d'abord, la gouvernance, la protection, la défense et finalement la résilience des activités. Et en plus de ces 4 facettes, on ajoute, comme dans le RGPD, une obligation de notification des incidents de sécurité lorsque ceux-ci ont un impact significatif sur l'activité de l'opérateur. Alors, en plus de ces 2 réglementations, il existe un règlement sur la cybersécurité qui a été adopté en juin 2019 et qui contient 2 volets. Donc, tout d'abord, on a un premier volet qui concerne l'ENISA, donc c'est l'Agence européenne de la cybersécurité, et on a un second volet donc, qui nous intéresse plus ici, qui met en place en fait un cadre de certification pour les produits et services IT. Et donc, ça peut être intéressant de recourir à ce type de service lorsque on doit acheter des produits IT. Dans notre exemple, donc notre société, enfin notre clinique plutôt, nous aussi, elle doit sans surprise respecter le RGPD. Elle devra a priori également, vu qu'elle est active dans le secteur de la santé, respecter la directive Nice et elle pourra, si elle le souhaite, respecter le règlement sur la cybersécurité lorsqu'elle achètera ces appareils médicaux. Elle pourra se livrer auprès de fournisseurs qui sont certifiés au sens de la réglementation. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à Mélanie donc, qui va vous parler du pen testing. Et je ne peux pas prendre le contrôle par contre. Oui, je vais. Oui. Ouais, voilà. Ah, parfait. Non, je ne vois plus la présentation. Donc, il faut partager, okay. partager la tienne. Partager la mienne, parfait. Donc, tout le monde voit mon écran, c'est bien? Oui, parfait. Parfait. Donc, le pen testing, petite précision, en fait, au départ, Alexandre disait que j'étais spécialisée en sécurité informatique, mais nous offrons des services en protection des données et également en sécurité de l'information, dont plusieurs autres services, mais ce n'est pas un pitch de vente. Le but ici, c'est vraiment de parler du pen testing. Si on prend nos cliniques, ils voudraient tester leur sécurité informatique par une démarche encadrée. Donc, à quoi ça consiste plus précisément? Le pen testing, on peut le définir par un moyen efficace d'identifier et d'atténuer les vulnérabilités avant qu'un hacker ne les exploite. Donc, l'objectif, c'est de faire des tests d'un système ou d'une application et de
d'identifier toutes les vulnérabilités, les faiblesses par où un hacker pourrait se faufiler pour aller dérober des données soit confidentielles, hautement stratégiques ou encore des données à caractère personnel. Tout ça, évidemment, comme Pauline le mentionnait, dans une démarche basée sur les risques et ça s'inscrit vraiment dans une démarche globale de gestion des risques qui va venir à identifier le besoin de faire un pen test et d'identifier les vulnérabilités pour les corriger par la suite. J'ai ajouté pour le futur là, la source, la définition officielle du NIST. Donc, je vous la laisse lire. Entre autres mots, là, c'est ce que je viens de vous mentionner. Ensuite, le pen testing, pourquoi, quoi et quand? Pourquoi? Bon, évidemment, pour la sécurité de l'information, pour la cybersécurité, réduire les risques, mais aussi respecter le règlement général sur la protection des données, notamment l'article 32, sécurité du traitement, qui oblige les sous-traitants et les responsables de traitement à mettre en place des mesures appropriées pour réduire les risques en tenant compte de la nature des données. Donc, si on parle de clinique ici, on a des données de santé, donc des données hautement sensibles, et c'est très important de mettre les mesures appropriées à ces données-là. Qu'est-ce qu'on peut tester? Donc, si on pense pen testing, je crois que la majorité d'entre vous allez penser à pen test sur un site web pour s'assurer que les gens externes ne puissent pas accéder aux données. Mais on peut tester aussi les réseaux internes, on peut tester les réseaux téléphoniques, le voice over IP, la passerelle email. Mais aussi, on peut tester l'intrusion physique. Donc, le fameux piggybacking, vous entrez dans votre bâtiment avec votre carte d'accès, il y a quelqu'un qui vous suit. Donc, pas les hackers, mais les gentils hackers vont essayer d'entrer dans vos locaux, d'entrer dans différents bureaux, de vérifier s'il n'y a pas des données confidentielles qui traînent sur un bureau. Pourquoi on fait ça? C'est qu'il y a beaucoup de risques. Il y a même des femmes de ménage, ou plutôt des hackers déguisés en femmes de ménage, qui vont entrer, qui vont installer un keylogger sur des postes fixes. Et ce que ça fait, c'est que ça enregistre tout ce qui est tapé au clavier. Donc, une semaine après ou 2 semaines après, la même femme de ménage va revenir et va prendre le keylogger et à ce moment-là, ils ont en leur possession toutes les données qui ont été tapées, donc mot de passe, peu importe. Donc, c'est des grands risques et c'est important de protéger autant nos locaux physiques que nos serveurs et nos sites web. L'ingénierie sociale également, c'est, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la fraude au président. En sécurité, le maillon faible de la chaîne est l'être humain. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de risques au niveau des erreurs humaines pour les incidents de sécurité. Mais l'ingénierie sociale, c'est que les hackers, ils vont téléphoner, par exemple, à l'adjointe du président ou peu importe un employé pour essayer de dérober soit des mots de passe ou ils vont se faire passer pour le helpdesk. Donc, ils vont user vraiment de stratégies parce qu'ils sont très brillants. Ils ont beaucoup d'argent pour engager des gens brillants et ils vont trouver un moyen d'accéder aux données. Quand doit-on faire un pen test? On parle beaucoup de l'approche basée par les risques. Évidemment, si vous avez un site web informationnel, vous avez seulement de l'information sur votre société, sur vos services, il n'y a pas lieu de faire un pen test. Bon, peut-être mettre le site web encrypté, une encryption de base pour éviter qu'un hacker puisse prendre contrôle de votre site web et faire de la diffamation, par exemple. Donc, écrire ou changer carrément votre page d'accueil. Mais sinon, si vous avez des données, on peut accéder à des données confidentielles ou sensibles. À ce moment-là, c'est très important de faire un pen test. Si je prends un exemple au Luxembourg, il y a certaines pharmacies qui permettent aux personnes de télécharger leurs prescriptions. Et comme ça, la pharmacie reçoit la prescription et peut traiter la demande et la personne par la suite passe en pharmacie chercher ses médicaments.
et leur site web n'est pas encrypté. Donc, c'est extrêmement risqué pour les données confidentielles. Pourquoi, quoi et quand? Malheureusement, ça c'est répandu partout dans le monde, les dirigeants vont attendre d'avoir un incident ou encore une sanction pour agir. Heureusement, les autorités de contrôle continuent à être actives même en pleine crise, ce qui est bien parce que ça fait quand même réaliser les sociétés, les dirigeants qu'il y a des risques et que ça peut avoir des grandes conséquences. Par exemple, en Allemagne, il y a une autorité de contrôle qui a sanctionné un site Internet d'une entreprise agroalimentaire parce qu'elle n'avait pas protégé les dossiers de candidature des postulants en ligne. Donc, elle a eu une amende de 100 000 pour violation des articles 5 et 32. Donc, une entreprise agroalimentaire, à la base, très probablement, elle se disait « Ah, j'ai pas grand risque, on traite pas de données sensibles, on n'est pas un hôpital, on n'est pas une banque, etc. » Mais parce qu'elle avait mal protégé les données de ses candidats, elle a eu 100 000 €. Donc, c'est énorme. Ensuite, il y a l'ICO qui a notifié la British Airways de les sanctionner du fait de leur mauvaise sécurité. Donc, concernant les logins, les moyens de paiement, les détails des voyages. Donc, encore là, c'est une amende assez salée. Et il y en a plein d'exemples comme ça. On pense aux États-Unis, le cabinet d'avocats qui s'est fait hacker avec plein de données des vedettes. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Comment on fait le pen test? Ça prend vraiment une démarche encadrée. Donc, on ne s'improvise pas pen tester, ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Ça prend vraiment une démarche d'audit de sécurité qui va suivre un protocole strict. Évidemment, un contrat détaillé par écrit pour respecter l'article 28 du RGPD, parce qu'on engage un sous-traitant pour agir sous notre compte. Le scope doit être précisé. On doit mentionner à la société qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi les objectifs de notre démarche et qu'est-ce que le sous-traitant pourra faire. Une journalisation complète des actions qui doit être faite par le sous-traitant, qui va permettre un suivi et également une reproduction des tests. Donc, si vous avez une to-do list suivant le pen test et que vous corrigez les vulnérabilités, évidemment, vous devrez refaire le test pour vous assurer que c'est bien protégé. Donc, qu'il n'y a pas créé d'autres vulnérabilités, mais que les vulnérabilités sont bien prises en compte. Donc, le sous-traitant, c'est une société externe qui agit pour le compte du responsable de traitement. Donc, le responsable de traitement, c'est lui qui va déterminer les finalités, qui va dire je veux atteindre tel objectif, etc. Donc, c'est vraiment un sous-traitant. Et le sous-traitant n'effectue que les tâches demandées par le responsable de traitement. Parce que si il déborde de son cadre et qu'il décide de faire d'autres tâches, il pourra être qualifié comme responsable de traitement. Et comme je disais, on ne s'improvise pas de pen tester. Il y a plusieurs outils en ligne là, qui vont être libres d'accès. Ça amène des très grands risques parce que vous pouvez carrément saboter vos systèmes, créer encore plus de dégâts qu'au départ. Donc, Newsy qui voulait tester sa sécurité informatique, bien évidemment, il va sous-traiter le test de sécurité à une société externe experte, va s'assurer d'avoir un contrat écrit détaillé avec le sous-traitant. Et évidemment, comme tout rapport d'audit ou tout rapport de test de vulnérabilité comme celui-là, c'est la phase la plus importante, c'est la mise en œuvre des recommandations. Donc, si vous avez un beau rapport d'audit et que vous le laissez sur le coin du bureau, c'est complètement inutile. Donc, c'est vraiment important de mettre en œuvre les recommandations pour assurer la sécurité de vos systèmes. Voilà. Donc, je redonne la main. Voilà. Merci Mélanie pour ceci. C'est Pauline qui reprend la main. Ton micro est coupé, hein, Pauline, si c'est toi qui parles.
Voilà, donc nous en arrivons à la troisième question qui concerne donc le piratage éthique. Il n'avance pas. Voilà, donc on reprend notre fil conducteur. La clinique Newsy aimerait que sa sécurité informatique soit testée le plus régulièrement possible et selon les méthodes utilisées par les hackers. Vous vous rendrez compte que ce n'est pas une volonté qui est particulière à la clinique Newsy. On voit de plus en plus dans l'actualité que des sociétés recourent au hacking éthique pour tester la résilience de leur système informatique. Je vous ai mis ici un article qui concerne la plateforme de musique Deezer, donc qui a fait appel à ces hackers éthiques afin de voir si sa sécurité était optimale. Je pense également aux sociétés Bipost, à la SNCB, à Telenet qui ont également mis en place ce type de pratique. Alors concrètement, le piratage éthique, il peut être de deux formes. Donc on distingue l'hypothèse dans laquelle le hacker éthique s'introduit d'initiative spontanément au sein d'un système informatique, mais animé de bonnes intentions. Et donc, dès que ce hacker éthique, il identifie une faille, il va trouver la société gestionnaire du système pour l'en informer. Mais on distingue surtout, enfin, on rencontre surtout en pratique de plus en plus l'hypothèse où le hacker, finalement, il est invité par la société gestionnaire. Et en fait, cette hypothèse-là, elle vise les programmes de bug bounty hunting, c'est-à-dire les programmes par lesquels la société gestionnaire, qui veut donc sécuriser un maximum son système, elle décide de publier une annonce sur son site internet invitant l'ensemble de la communauté informatique, donc les hackers de manière indéfinie, à essayer de s'introduire au sein du système informatique. Et dans l'hypothèse où ils y arrivent, et donc dans l'hypothèse où ils identifient une faille de sécurité, ils peuvent obtenir une récompense en bounty. Alors, ce type de programme, en fait, il se met souvent en place via une plateforme. En fait, il y a des plateformes qui regroupent les hackers qui interviennent dans les programmes de bug bounty hunting. Et en Belgique, on a une plateforme qui a émergé sur le net, à savoir la plateforme Integrity. Concernant l'intérêt de demander finalement à des hackers de hacker son système d'information, il est assez important et il a des facettes multiples. Je pense tout d'abord à l'originalité de l'approche, étant donné qu'ici, on ne pense pas en mur à construire, mais plutôt en faille à combler, ce qui peut être intéressant fatalement dans la dernière phase de la sécurisation de son système informatique. Ensuite, ce qui est également intéressant, c'est que le hacker, il a une expérience du terrain certaine et donc il va utiliser les dernières techniques, les dernières attaques qui sont utilisées par les criminels de l'informatique, ce qui permet vraiment d'aller dans le test le plus fin de la résilience du système. Pour autant que le hacking, enfin que le piratage éthique intervienne dans le cadre d'un programme de bug bounty hunting, ça permet également à la société d'avoir toute une série de garanties. Tout d'abord, la société, elle va pouvoir identifier dans son invitation, donc elle va publier sur son site internet, le périmètre dans lequel elle accepte que le hacker joue, teste la résilience du système, et donc elle va pouvoir limiter finalement les actes du hacker. Ensuite, elle va pouvoir également, dans le cadre de cette invitation, s'assurer que le hacker il s'engage à documenter la faille identifiée et surtout à lui fournir un rapport précis, détaillé. Et finalement, elle devra également s'assurer de la confidentialité du hacker concernant les données auxquelles il est susceptible d'avoir accès dans le cadre de sa mission. En ce qui concerne justement cette confidentialité de données, on voit qu'il y a un point moins positif étant donné que, vous le savez, le RGPD distingue le responsable du traitement du sous-traitant. Et donc ici, il est question d'identifier la qualité du hacker qui intervient d'initiative ou sur base d'une invitation et qui donc pénètre au sein du système d'information. On considère généralement que dans le cadre d'un programme de bug bounty hunting, il s'agit d'une appréciation assez factuelle. Donc finalement, il va falloir se poser la question de savoir qui
à la maîtrise effective des données qui exerce une influence de fait sur les données. Et donc, finalement, la qualité de responsable de traitement ou de sous-traitant du hacker, elle dépend du caractère détaillé ou non de l'invitation publiée par la société. Donc, vous l'aurez compris, plus l'invitation est détaillée, plus il y a de chances qu'on considère que le hacker intervienne en tant que sous-traitant. Deuxième risque qui est assez flagrant, c'est le risque qu'à un moment donné, le hacker, même si c'est engagé à documenter la faille et surtout à en faire rapport à la société gestionnaire, il y a toujours le risque de faire entrer la menace au sein du système et donc que le hacker finalement retourne sa veste au dernier moment, même si à nouveau c'est un risque qui peut être atténué avec l'invitation qui est publiée sur le site internet de la société, étant donné que cette invitation finalement elle peut un peu s'analyser comme un contrat. Alors, en ce qui concerne notre exemple et donc notre clinique ici, on peut imaginer que les hackers, non seulement, ils commencent à tester donc, le système Wi-Fi, et finalement, ils se rendent compte que par là, ils ne pourront pas entrer dans le système, et puis ils font, comme Mélanie l'a expliqué, ils vont plutôt se déplacer physiquement au sein de la clinique, et comme je prenais l'exemple tantôt, il se pourrait que l'ordinateur d'accueil soit justement momentanément sans surveillance. Il pourrait s'introduire dans ce système via l'ordinateur et se rendre compte que le système de mot de passe n'est pas suffisamment sécurisé. Dans cette hypothèse-là, donc un rapport serait dressé et adressé à la clinique qui donc prendrait les mesures pour sécuriser un maximum son système, donc sur base des constats du hacker éthique. Je vais désormais passer la parole à Joachim qui va donc vous parler des réactions à avoir en cas d'attaque. Merci Pauline. Merci Pauline. Donc nous avons eu une question, je ne sais pas si M. Maury a eu les éléments de réponse, puisqu'il semble que... Ah, et il repose une deuxième question. Comme Newsy est dans un secteur sensible, y a-t-il des limitations pour des pratiques de bug bounty pour permettre de conserver le contrôle? Donc ça, je ne sais pas si Pauline ou Mélanie peut déjà répondre à ça. C'est dans la feuille de conversation ou si... Par hypothèse, donc, vu qu'on est dans une approche basée sur les risques, si les données qui sont traitées par la société sont sensibles, fatalement, les risques à prendre donc, en faisant entrer un hacker éthique doivent être moins majeurs, plus minimes. Et donc, ça participe à une balance des intérêts. Donc, il n'y a pas de restriction à proprement parler. Maintenant, c'est une question d'appréciation. Et puis surtout, on peut le faire avec une base de données de test et pas spécialement, on ne fait pas ce genre de choses avec les données concrètes. On invite pendant une période à se connecter à quelque chose de parallèle, pas aux vraies données, puisque ce sont par définition des données sensibles. Voilà. Ok, parfait. Si jamais il y a encore des éléments, on y reviendra en fin de présentation. Voilà, merci Joachim. Merci, vous voyez bien mes slides, c'est bon? Oui, merci. Ok, alors merci Pauline. Maintenant, reprenons notre fil conducteur, donc les 3 cliniques qui se sont regroupées au sein du groupement Newsy, et malgré le recours à des hackers éthiques, Newsy subit une attaque informatique. Alors, comment réagir dans cette situation? Alors, la réaction peut s'envisager selon 3 corps de règles. Le premier corps de règles qui consiste en une notification, comme Maître Limbré l'a déjà dit, c'est une notification sur base du RGPD d'abord, une notification sur base de la directive NIS, mais également une notification sur base de la loi du 13 juin 2005 sur les communications électroniques, et ça pour autant que l'entreprise rentre dans les conditions de cette loi. Alors, la deuxième réaction possible, c'est sur le plan pénal, et cette fois-ci, c'est la plainte. La plainte à déposer aux services de police, les services de police locaux dans un premier temps, qui seront aidés par des services spécialisés qui sont les RCCU, mais ça, j'y reviendrai.
Et puis une fois que la plainte au service de police est déposée, eh bien, c'est le parquet qui va prendre le relais avec un magistrat référent au sein du parquet. Et puis la deuxième possibilité en matière de plainte pénale, c'est évidemment la plainte avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction qui a pour avantage que le juge d'instruction dispose de pouvoirs d'enquête bien supérieurs et plus intrusifs au niveau de la vie privée des données. Et puis la troisième possibilité de réaction eh bien, se situe sur le plan civil. Alors ici, sur le plan civil, on pensera plutôt à des hackers éthiques qui sont recrutés, entre guillemets, au sein de l'entreprise. Et ça poserait une série de questions par rapport à la violation du secret des affaires et éventuellement l'utilisation des données confidentielles par rapport à la réputation, à diffamation publique, avec des mesures qui peuvent être prises au niveau du président du tribunal de première instance. Alors, pour ce qui est du premier corps de règle, donc ici, il y a un tableau qui vous permet d'y voir un peu plus clair au niveau de la notification. Je ne vais pas m'y attarder parce que Maître Limbré en a déjà parlé. Il y a juste le fait qu'au niveau de la directive Nice, il y a une notification qui est adressée à plusieurs autorités, et cela en fonction de savoir si l'entreprise est une entreprise de services essentiels ou un fournisseur de services numériques. Et donc, la deuxième possibilité au niveau de la réaction, c'est la possibilité pénale. Alors, quelle infraction est-ce que l'on vise par une attaque informatique en matière de violation des données? Et dans le cas, par exemple, d'un hacker ou même d'un hacker éthique qui va profiter pour se faufiler dans le système informatique auquel il a accès ou auquel il n'a pas accès. Et donc, si le système informatique est un système auquel il a accès, donc l'entreprise a recruté le hacker éthique, alors là, s'il dépasse les pouvoirs, s'il va au-delà des bornes qu'on lui a délimitées dans le cadre du contrat dont Maître Limbré vous a parlé, alors là, il peut éventuellement commettre un hacking interne. Alors, le hacking interne, ben, c'est le hacker éthique qui a reçu une invitation, comme Maître Limbré l'a dit, une invitation à pénétrer son système informatique, mais qui va outrepasser cette invitation. Dans le cas du hacking externe, cette fois-ci, eh bien là, c'est un hacker qui n'a pas reçu d'invitation et qui, de façon assez brute, eh bien, va aller attaquer le système informatique. Et puis, nous avons, au-delà des deux infractions de hacking, eh bien, toutes sortes d'autres infractions qui peuvent être commises dans ce cadre plus général, qui sont, par exemple, le sabotage informatique, qui consiste, eh bien, tout simplement, c'est l'introduction d'un virus informatique dans le système informatique. Et puis, on peut également avoir un faux en informatique, qui est la création d'un faux mail, par exemple, en utilisant de faux statuts pour obtenir des avantages illégaux. Il peut également y avoir une infraction de fraude informatique ou d'extorsion, l'extorsion qui est plus connue en matière informatique sous le nom de ransomware, donc de rançongiciel. Les données vont être cryptées, on va vous demander de payer une certaine somme, le plus souvent en crypto-monnaie, donc en Bitcoin par exemple, pour débloquer les données qui sont cryptées. Le problème, c'est que on n'est absolument pas sûr que si on paye la rançon, les données vont être décryptées. D'ailleurs, le CERT, donc le centre d'action en matière d'informatique qui relève du CCB Belgium, donc du Centre pour la cybersécurité Belgique, conseille, lui, évidemment, de ne pas payer la rançon. Et puis, il peut y avoir des infractions de droit commun, mais qui se commettent à l'égard du système informatique, comme l'abus de confiance. Par exemple, dans l'hypothèse d'un sous-traitant, vous lui transmettez des données qui sont assez confidentielles, et contrairement aux instructions qu'il a reçues, eh ben, il va les vendre à des tiers, par exemple, il va vendre ses données, il va en faire usage. Et alors là, on peut faire le lien avec les mesures sur le plan civil, les mesures devant le juge des référés, pour des mesures très urgentes à obtenir. Et puis, il y a le vol, comme un vol qui peut être commis, un simple vol, comme Mme Gagnon a pu le dire en ce qui concerne les femmes de ménage. Il peut éventuellement y avoir des personnes qui sont recrutées par des hackers pour aller physiquement dans les locaux et subtiliser des données confidentielles, comme des mallettes, par exemple. Alors, au niveau de la plainte pénale, maintenant, quelles sont les attitudes à adopter? Alors, tout d'abord, il ne faut pas effacer les traces de l'attaque.
il faut demander à un informaticien pour qu'il intervienne et qu'il fasse des backups, des sauvegardes, et cela avant même de tenter de réparer le système, avant d'y toucher. C'est un peu comme une scène de crime. Le but, c'est de la laisser intacte pour que par après, les enquêteurs puissent recueillir toutes les preuves, parce que ce qui va être important aussi par rapport à l'enquête, d'un point de vue pénal par après, ce sera de pouvoir démontrer les infractions et surtout le dommage subi. Et donc, la preuve sera assez essentielle à ce niveau-là. Et une fois que les backups ont été réalisés, là, on va pouvoir passer au processus de nettoyage et de réparation tel quel. Et puis par après, alors, déposer plainte auprès des services de police. Alors, il faut d'abord déposer plainte au niveau de la police locale. C'est la police locale qui va alors prendre la plainte en compte et qui va être aidée des RCCU, qui sont des services spécialisés en matière d'information, de technologie de l'information, et qui vont prêter leur aide et leur concours aux services de police dans le cadre de l'enquête. Et tout ça chapeauté par le magistrat du parquet, qui est un magistrat référent. Il y a, par exemple, au sein de l'arrondissement de Verviers ou Liège, il y a un substitut du procureur du roi qui est spécialisé en matière de cybercriminalité. Et puis, il y a les possibilités au niveau des plaintes. Si vous êtes une entreprise, il y a de signaler l'attaque informatique au CERT, qui est le centre, le Response Team, qui relève du Centre pour la cybersécurité en Belgique. Dans notre cas ici, en ce qui concerne les hôpitaux, surtout en cette période de coronavirus, les hôpitaux sont quand même pris pour cible. Ils sont pris pour cible par des attaques de ransomware, par exemple. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le CERT, ici, avec des bénévoles, a organisé une permanence pour aider les hôpitaux, pour les aider au mieux. Et puis, il y a également des possibilités de reporter des plaintes par rapport au phishing. Ça, il suffit d'adresser un mail à suspect@safeonweb.be, qui est l'adresse bien connue pour reporter les actes de phishing. Alors, d'un point de vue plus technique maintenant au niveau de la plainte, ici, par exemple, au sein de l'arrondissement de Liège, nous avons le commissariat Natalis, qui est référent en matière il y a un référent en matière de technologie de l'information et de la communication. Donc, si on va porter plainte au commissariat là-bas, c'est lui qui va prendre la plainte et qui va être aidé des RCCU et des services régionaux. Si l'attaque a une plus grande envergure, il y a une plus grande ampleur, alors là, les RCCU, services régionaux, vont être aidés par le FCCU, qui est le centre fédéral pour tout ce qui est système pour la recherche des infractions en matière informatique. Et puis, il faudra alors déposer plainte au service de police compétent. Et quelles sont les informations à fournir à ce service de police? Eh bien, il y a toutes sortes d'informations. Si vous êtes, par exemple, victime d'un ransomware, il faudra donner le mode de contamination, comment est-ce que l'entreprise a été contaminée, téléchargement, visite d'un site web, ouverture d'un mail infecté, à quoi ressemblait éventuellement l'écran lorsque l'attaque informatique a été lancée, si vous avez eu éventuellement des contacts avec le suspect. Dans le cas de ransomware, vous avez des contacts étant donné que le suspect veut que vous payiez. Et si vous avez, en matière de ransomware toujours, éventuellement effectué le paiement. Alors, en plus de la plainte, voilà ici, ça c'est un exemple sur ce slide-ci, toutes les informations à fournir lors de la plainte auprès des services de police. Alors, en plus de la plainte, comme je l'ai dit, vous pouvez dans notre cas, vous, en tant qu'entreprise, mais dans notre cas, NewSea, qui est le réseau des trois hôpitaux, pourrait s'adresser au CERT, qui, comme je l'ai déjà dit, est le Computer Emergency Response Team du fédéral. Donc, c'est vraiment l'équipe d'intervention informatique qui va aider, lui, les opérateurs de services essentiels, les services publics, les autorités administratives et les entreprises, mais également les particuliers, mais ça d'une façon plus limitée, à faire face à l'attaque informatique. Et ça, c'est en matière civile. Alors, qu'en est-il au niveau du hacking externe, donc l'hypothèse du hacking externe? Eh bien, il faut montrer, d'un point de vue civil,
faudra montrer éventuellement les conditions de l'article 1382 du Code civil si on veut agir sur le plan civil, sauf que ça va être très dur en matière de hacking, étant donné que les auteurs sont le plus souvent inconnus. Et donc, en matière de hacking interne, par contre, là, ce qui est possible, c'est d'agir sur le plan civil, étant donné que là, le hacker éthique, en quelque sorte, est recruté par l'entreprise, par le réseau NUSI ici. Il peut être éventuellement considéré comme un travailleur à un statut bien spécifique, et donc il va être soumis à des obligations contractuelles, et en cas de détournement des données, eh bien, il peut se voir éventuellement auteur d'une violation du secret des affaires. Alors, le secret des affaires, comme vous le voyez ici, répond à plusieurs conditions cumulatives pour que nous soyons face à une violation du secret des affaires. Il faut que les informations soient secrètes, qu'elles aient une valeur commerciale parce qu'elles sont secrètes, et que les dispositions raisonnables aient été prises pour les garder secrètes. Alors, il y a également possibilité, d'un point de vue civil, d'agir pour demander le déréférencement ou bien interdire la publication de données secrètes ou bien de données qui seraient de nature à diffamer ou à calomnier un membre de l'entreprise. Le tribunal de première instance de Namur, par exemple, le président du tribunal de première instance de Namur, qui siège en référé, donc dans toutes les matières qui sont urgentes, eh bien, a déjà ordonné l'interdiction de publication d'informations relatives à une société pharmaceutique liégeoise qui, si elles allaient être publiées, lui aurait porté grandement préjudice. Alors, d'un point de vue maintenant de la réparation du dommage qui est subi, il faut bien faire attention que le dommage, que ce soit sous l'angle du pénal ou de l'action civile, le dommage doit être en lien causal avec la faute ou avec l'infraction, c'est-à-dire que le dommage doit avoir été causé par cette faute. Et le tribunal correctionnel d'Assel, dans une affaire qui impliquait Dexia, eh bien, a constaté, par exemple, que le dommage que Dexia a subi suite à un hacking externe, donc par un hacker qui a attaqué Dexia, et pourtant qui avait des intentions, des bonnes intentions, étant donné qu'il voulait montrer que le système informatique de Dexia n'était absolument pas optimal, donc il s'y a introduit et il a averti par après Dexia. Eh bien, ici, le tribunal a dit que oui, il y avait un dommage, le dommage qui consistait pour Dexia à réparer et à mettre en place de nouvelles mesures de sécurité, sauf que le lien causal n'était pas établi, que le lien causal, le dommage n'a pas été engendré par le fait du hacker même. Donc, il n'a pas retenu le lien causal et le dommage dans le chef de la banque Dexia. Alors, en matière pénale, comme je l'ai déjà dit, ce qui va être important également et même essentiel, c'est la preuve. Il faudra pouvoir prouver tout ce qui a été l'infraction. En matière pénale, il faut quand même retenir que la charge de la preuve repose toujours sur la partie poursuivante, donc la partie publique par exemple, et c'est donc à elle de démontrer une intention spéciale, une intention spécifique en cas de hacking interne. En revanche, en cas de hacking externe, là, il n'y a pas d'intention à démontrer, étant donné que même la simple tentative de hacking externe eh bien, est punissable. Alors voilà un petit résumé maintenant des actions au niveau pénal, au niveau civil. Quand une personne est identifiée, ce sera plus facile d'agir. Par contre, quand une personne n'est pas identifiée, ce qui sera presque la majorité des cas en matière de hacking, étant donné que les hackers sont le plus souvent anonymes, il faudra privilégier la voie pénale, étant donné que le juge d'instruction, lui, dispose de plusieurs de grands pouvoirs et de grands moyens d'enquête pour pouvoir identifier les auteurs. Alors, je vais en citer quelques-uns. Il y a la possibilité de faire des recherches dans un système informatique qui est prévu par le code d'instruction criminelle, donc, et même l'exploitation également des systèmes informatiques. Le juge d'instruction peut aussi ordonner aux fournisseurs de services, fournisseurs d'accès à Internet comme les Proximus ou Orange, eh bien de collaborer. Et s'ils ne collaborent pas, alors là, ils peuvent subir des conséquences et ils peuvent subir des sanctions d'un point de vue pénal.
Merci pour votre attention.